Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. Les appels à encadrer au plus vite l'intelligence artificielle se multiplient après Yoshua Bengio, le parrain de l'intelligence artificielle au Québec. C'est Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec, qui déposait un rapport qui proposait d'adopter notamment une loi cadre pour encadrer donc l'intelligence artificielle. Il y a 250 experts qui ont participé à cette grande consultation. On en parle avec le ministre de l'Innovation et de l'économie et bien d'autres choses. Bonjour, M. Fitzgibbon. Bonjour, M. Robitaille. Alors, je commencerai par une question très large. Est-ce que ça vous fait peur, vous, l'intelligence artificielle? Vous en parlez souvent comme d'une occasion d'innovation, d'affaires, mais est-ce que parfois, à écouter Yoshua Bengio, par exemple, puis tous ceux qui lancent des appels, est-ce que ça vous fait peur? Écoutez, je pense que c'est clair que M. Bengio a allumé beaucoup de gens au risque de l'IA et j'en suis parfaitement conscient. Évidemment, je suis plus près de tout ça au niveau des entreprises, au niveau de l'innovation sociale, donc je suis assez à l'aise avec ce que peut faire l'IA. Mais on doit reconnaître que la population, plusieurs ont des réticences. Au niveau de l'emploi, par exemple, au niveau de la santé, nos données. Alors, c'est sûr que je suis sensible à ça, puis autant je veux aller vite, parce que je pense que le Québec, on a un avantage comparatif en termes de notre notoriété. Autant il faut aller vite pour l'implantation en entreprise ou dans nos institutions, autant que si on le fait mal, ben, les gens vont braquer à juste titre, puis vont dire « Oh, c'est quoi l'impact sociétal de l'IA? » Alors, oui, j'en suis un peu, pas inquiet, mais je pense que je suis sensible, je devrais dire. Sensible. L'aspect social. Ouais, je pense que c'est le bon mot. Parce que quand Bengio dit qu'une machine surhumaine, aussi intelligente qu'un humain, pourrait être développée d'ici 20 ans, voire même quelques années. Moi, je me souviens qu'en débat, une fois, il y a quelques années avec M. Bengio, moi, j'étais celui qui avait peur de l'intelligence artificielle. Puis lui, il dit, ah non, pour l'instant, c'est juste l'intelligence d'une grenouille. Mais là, c'est drôle, c'est lui qui a basculé dans le camp des inquiets. Alors, vous, face à ça, vous demeurez uniquement sensible, c'est ça? Ben, sensible, puis évidemment, le mandat que j'ai donné à M. Sirois, Sophie D'Amour, Lobvia, tous les groupes d'experts, militaient en fait que j'étais sensible, puis j'étais conscient que fallait faire quelque chose, parce que c'est sorti, M. Bengio est sorti, puis ça a épeuré beaucoup de monde. Puis je pense que les Américains l'ont fait venir au Congrès, il est allé dans un forum en Grande-Bretagne. Alors, on voit que les gens sont soucieux. C'est sûr que les modèles génératifs, les fameux ChatGPT et d'autres, font en sorte qu'aujourd'hui, oups, ça va aller jusqu'où? Alors, sensible, accentué, qui méritait, je pense, qu'on fasse l'effort qu'on a fait. Maintenant, il faut voir exécuter cet encadrement-là, tout en allant vite. C'est ça qui est le paradoxe. Là, parce que Comment on fait ça? Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est très, très complexe. Alors, le groupe indépendant qui a préparé le rapport, je pense que ça va être eux. Il faut créer un groupe virtuel, puis Luc et Sophie D'Amour vont être là-dedans, France Saint-Elémy, il y a beaucoup de monde, M. Lamonde, beaucoup de monde compétent là-dedans. Il faut que eux, qui sont légitimes par rapport à ça, nous mettent en garde des balises, puis pendant ce temps-là, en entreprise, au gouvernement, Thierry Kerr doit utiliser l'IA pour le gouvernement. On sait qu'on en a besoin. En santé, M. Dubé, il en a besoin pour que le régime fonctionne. Non, il faut aller vite. Dans les programmes, des culture, éducation, santé, économie, même mon ministère, mais en même temps, ça prend des balises. Ça, c'est pas facile, parce qu'il va falloir avoir les deux leviers en même temps, mais je pense qu'il faut pas perdre de momentum, mais en même temps, c'est clair que ça va trop vite, puis si les gens sont pas confortables, on parle des données, on a parlé de ça longtemps, il y a 1 an ou 2. Les gens ont pas confiance, ben ça marchera pas, ils vont braquer, puis on va avoir un vent de face. Alors, c'est complexe, c'est sûr. Une loi cadre, c'est ce que propose Luc Sirois, l'innovateur en chef. Vous donnez combien de temps pour faire ça, une loi cadre? Ben, premièrement, et ça va être avec Éric Kerr, j'imagine? Ça va être à deux têtes? Définitivement. Je pense que toute la question de la législation, ça va être Éric Kerr, c'est son ministère. Par contre, la loi cadre, il faut faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup de lois qui existent. Ma loi pour l'économie, la loi de la santé, toutes les lois ont d'enchasser des règlements qui vont devoir peut-être être ajustés. Fait qu'avant de faire une loi parapluie,
faut regarder aux différentes lois. J'ai parlé à François-Philippe Champagne, parce que Champagne a fait le projet C-27, là, le projet, le bill fédéral. J'ai parlé à des gens d'Angleterre. Tout le monde se préoccupe de ça. Alors, il va falloir, je pense, le faire de façon cohésée. Il faut être cohérent, je m'excuse. Il va falloir travailler avec ces gens-là, parce que je veux pas qu'on soit les premiers, là. C'est pas une course pour faire une loi. Ouais. Mais en même temps, c'est clair qu'il va falloir en chasser des choses, des balises, parce que si on en chasse des choses, si les gens deviennent confortables, puis qu'on suit les meilleures pratiques, je vais falloir pousser l'accélérateur pour qu'on aille plus vite. Et Éric Kerr aussi, dans les différents ministères. Fait que la loi cadre, pour moi, c'est... Parlons d'encadrement. On verra quelle forme ça va prendre, mais il faut aller relativement rapidement. Ouais, j'arrive pas à imaginer ce que ce serait exactement. Puis, il y a un député de l'opposition qui s'inquiète de l'intelligence artificielle. C'est Fred Beauchemin, chez les libéraux, qui réclamait, par exemple, un mandat d'initiative. Donc, il y a deux questions que je voudrais vous poser. D'abord, allez-vous inclure les députés dans votre réflexion, ou ça va être juste des gens extérieurs au Parlement? Puis ensuite, à quoi ça va ressembler une loi cadre? J'essaie d'imaginer que j'y arrive pas. Donc, je vous... Répondant à la première question, ouais. C'est ça. Ben, premièrement, quand j'ai donné le mandat au Conseil d'innovation du Québec, j'avais invité les membres d'opposition et Québec solidaire était venu et Parti libéral. Donc, on a voulu faire ça transpartisan, parce que l'IA est beaucoup plus large que le parti politique, je pense. C'est ça. On est d'accord avec ça. Deuxièmement, on a eu une session durant l'automne dernier, une journée de mise à point. J'ai invité toutes les oppositions, mais il était pas venu, je pense, mais c'est pas grave, il avait été invité. Et là, le rapport qui est sorti hier, c'est un rapport qui a été présenté à tout le monde. Alors, c'est clair, c'est un débat qui va être non partisan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez absolument raison. Alors, comme je mets beaucoup d'emphase sur l'encadrement plus qu'une loi cadre. Je pense que Luc Sirois lui-même, quand on lui demande c'est quoi une loi parapluie, il aurait la misère à l'expliquer parce qu'il y a plusieurs segments. Parce que moi, je pense que c'est l'emploi. Il faut faire attention aux emplois. Les gens ont des emplois. Qu'est-ce qui va arriver avec nos emplois? Moi, je pense qu'ils vont être bonifiés, mais en même temps... Je l'ai entendu donner un exemple. Il disait, il faudrait qu'on garantisse aux gens qui ont affaire à l'IA, qui n'ont pas affaire à un robot, mais ou leur donner le choix de faire affaire à un robot ou non. Ouais, par exemple, là, si la culture... C'est pas un gros cadre, là, je trouve. Non, mais quand même, c'est la culture, ou les médias, les journalistes, on va mener un article qui sort. Ça serait bon de savoir la source. C'est M. Robitaille ou c'est ChatGPT? Je voulais savoir, là. Je pense qu'il y a des choses comme ça, mais là, on en chasse. Je suis bien réel, moi, actuellement, je vous le jure. Mais vous comprenez. Alors, je pense que, par exemple, M. Lacombe en culture se préoccupe de différentes choses, mais je pense que dans ses lois, à lui, il y a probablement matière à faire des ajustements. L'économie, je vais parler de moi 30 secondes. On fait beaucoup d'investissements. Hein. On investit dans l'IA fondamentale avec Yoshua, évidemment, Mila, Ivado, Scale AI, mais là, on commence à investir dans les entreprises. Là, à un moment donné, peut-être qu'il va y avoir des cadres plus rigides que ceux qu'on a présentement. On a une revue diligente qu'on fait. Évidemment, on essaie de voir si où va l'argent, ça va-tu faire des robots tueurs, évidemment, les choses de base. Ça, on veut pas ça, ouais. On pense qu'on est correct. Mais honnêtement, une revue diligente, ça peut être peut-être déficiente par bout. Alors, il va falloir peut-être revoir dans quelle société on va investir en IA, puis quels sont les cadres qu'on va avoir, la reddition de comptes, par exemple. Ça sera pas une loi parapluie, ça va être la loi d'investissement Québec. Alors, moi, je pense qu'il faut, en premier lieu, regarder tous nos lois. Est-ce qu'on peut faire des ajustements? Si oui, on va arrêter là. Et sinon, quel genre d'ajustement? Quels sont les critères pour investir? Comme Investissement Québec qui donne des prêts à des entreprises qui vont implanter l'IA. Là, c'est assez général. Mais on a mis un paquet de fric dans l'intelligence artificielle ces dernières années. On se souvient d'Element AI qui a finalement été vendu à des Américains pour une bouchée de pain. Ça, je me souviens, vous disiez, vous étiez sceptique face à Element AI. Puis là, depuis ce temps-là, il me semble que ça va mal dans les champions de l'industrie, là. Imagia qui a fait faillite, Ledartech qui est à moins 65% depuis son entrée en bourse. Ça va mal, finalement, dans l'innovation. J'entendais même Luc Sirois dire que ça décline, l'innovation au Québec. Ouais, là, on parle de deux choses, mais venez à votre point. Je pense que on a gagné au Québec. Ça fait des années, le Parti libéral avait commencé à investir massivement, Mme Anglade, dans Mila, et moi, j'ai continué. Je l'ai même augmenté. Donc, je pense qu'au niveau la recherche fondamentale, on a gagné une notoriété qui est exceptionnelle. On est pas 6-7e dans le monde. Bon,
Après ça veut dire quoi comme pratique dans votre Ouais. vie à vous, dans ma vie à moi? Là? La question devient Element AI. Element AI, effectivement, ça n'a pas été un succès. Par contre, je dois avouer que ServiceNow, qui est l'entreprise américaine qui a acheté Element AI, Ouais. a augmenté le nombre d'employés qu'elle a à Montréal. Alors, la bonne nouvelle de tout ça, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu l'entreprise, puis le pays peut-être va s'en aller aux États-Unis. La bonne nouvelle, c'est que le talent québécois qui a émergé avec nos investissements en ressources mentales, ben les gens veulent le voir. Moi, je parle à Alstom, je pense à Airbus, ils regardent ce qui se passe, on va être là. Alors, moi, je pense qu'on a encore un attrait comparatif, le Québec, pour aller chercher des entreprises. Maintenant, est-ce que ça va présenter quoi pour l'entreprise, l'IA, en termes d'augmentation de la productivité? Parce qu'en bout de piste, on parle de ça, là. Pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont pas assez du monde, l'immigration va être contrôlée. Mais là, s'il n'y a pas de productivité qui augmente, ben, les entreprises vont avoir une limite dans leur croissance. Donc, on pense que l'IA va aider. Mais là, on est encore au balbutiement, hein, parce que il n'y a pas grand livre qui a été écrit dans le monde dire voici comment l'IA s'applique. Fait qu'on est encore au stade de dire. Mais avez-vous des exemples? Est-ce que vous qui visitez des entreprises, qui parlez des entrepreneurs, des innovateurs, avez-vous des exemples clés là, pour faire comprendre aux auditeurs puis aux téléspectateurs qu'est-ce que ça peut représenter comme application? Oui, Air Canada, Air Transat, on l'utilise pour séduire les vols. Comment qu'on aurait été, imaginez là, les avions qui arrivent, l'équipage, les clients. Alors, l'IA permet d'avoir une meilleure performance pour optimiser l'utilisation des avions, par exemple. Je regarde le système de transport. Le transport, c'est incroyable. Le STM, par exemple, commence à peine, mais imaginez toute la cédule des autobus. Là, on parle d'autobus électriques en plus. Là, on va les électrifier, on va les charger, plutôt, je m'excuse, on va les charger, et où ils vont aller. Je pense que beaucoup de nos services vont devoir passer par ça. Puis on a des exemples qui commencent à se faire, mais la PME est pas là encore. La PME, c'est plus long un petit peu, puis c'était normal. Donc, les grandes entreprises vont commencer les couches tard. Il paraît que les PME sont même pas assez numérisées au Québec. C'est comme la base, parce que si on veut de l'intelligence artificielle, il faut des données. Puis, et d'ailleurs, c'est ça, qu'est-ce que vous faites pour ça? Ben, ça, on a eu le débat en chambre la semaine passée. Des partis libérales nous accusaient peut-être que les PME, on les laisse tomber. Ben, je disais, on les aide à devenir plus productifs. Par exemple, le fameux programme que j'ai lancé, l'offensive transformation numérique. C'est un programme où on accompagne humainement le chemin critique pour évaluer qu'est-ce qu'on va... Vous avez raison, qu'est-ce qu'on va algorithmer? L'IA, c'est on algorithme les données, mais si on n'a pas de données, on ne peut pas rien algorithmer. Alors, on commence les données. Les données sont massives dans une entreprise. Quelles sont les données qui sont pertinentes? Parce qu'il y a des données qui sont pas pertinentes. Alors, ce chemin-là critique de se numériser, de savoir quoi numériser, beaucoup de PME sont même pas là encore. Mais ils sont pas là, mais en même temps, ils vont comprendre vite quand ils vont voir le bénéfice. Alors, l'OTN, c'est un programme pour accompagner avec des experts. On travaille avec Innocente, l'OQT, l'ITHQ, les restaurants, pour dire, accompagnons les entreprises pour comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent numériser, c'est quoi le bénéfice. Quand tu arrives au bout, ben là, paf, on va rentrer des programmes pour productivité d'innovation chez Investissement Québec, puis éventuellement, l'IA va rentrer pour avoir un levier encore plus grand. Mais il y a un chemin critique qui est très long. Oui. Est-ce qu'il y a des exemples déjà de possibilités là-dedans, très précis, concrets? En fait, l'IA, si on veut simplifier, ça peut soit permettre d'être plus efficace au niveau de la production manufacturière, les rejets, comment est-ce qu'on gère les rejets, comment on gère la chaîne d'approvisionnement pour avoir trop d'inventaire. Donc, c'est l'optimisation de manufacturière dans le cas des produits. Les services, comprendre le marché, c'est où le marché? T'sais, on a beau vendre des gugus, là, qu'on fait à beaucoup, mais là, où on va aller dans le monde par rapport à la compétition? Là, il y a plusieurs analyses de marché, de données du marché qu'on peut recevoir et analyser. Parce que souvent, les entreprises, parce que comme nous autres, hein, on est les journaux, il y en a combien dans de journaux par jour? 25, moi j'ai pas le temps. Là, on a des revues de presse, c'est un mauvais exemple, mais faut trouver une façon de prendre l'information qui nous est disponible, la rendre digestible, la rendre plus appropriée. Alors, l'IA permet ce filtre-là. Je sais qu'il y a une réflexion à Hydro-Québec sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui. J'imagine que ça pourrait être très efficace. On parle de vous beaucoup à cause de votre déclaration, c'est lave-vaisselle, mais je veux dire, c'est pas fou, là. Je veux dire, est-ce qu'il y aurait une manière de se faire dire par l'IA comment mieux consommer? Vous avez absolument raison, à deux niveaux. Premier niveau, je pense, à l'intérieur d'Hydro-Québec. Moi, j'ai visité les centres de contrôle, là, puis il faut imaginer qu'est-ce que c'est. Là, on voit les barrages, les deux grandes piscines qu'on a, là, les lignes de transmission.
Là, on parle de mettre de l'éolien. L'éolien, c'est intermittent. Ça veut dire que, maintenant, quand il ne vend plus, là, tu fais quoi? Tu fermes la valve, puis tu prends l'autre valve. Écoutez, la gestion de l'interconnexion du renouvelable avec l'hydraulique, là, c'est un autre monde. Alors, clairement, Hydro-Québec va devoir, puis je l'ai visité quand je suis allé en Suède, dans d'autres pays, optimiser leur réseau informatique pour la gestion de l'interconnexion qui va provenir aussi de l'intelligence artificielle. Pourquoi? OK, les réservoirs sont comme des piles, puis là, il faut relier ça à l'intermittent que sont le solaire puis l'éolien. Et peut-être qu'avec l'IA, on va pouvoir prévoir mieux oui. au niveau de la météo, par exemple. Puis je regarde Brainbox, une compagnie, je ne vais pas faire de promotion de compagnie, mais Brainbox qui gère la distribution électrique entre bâtiments. Et là, ce qu'ils font, eux autres, là, avec des algorithmes, ils vont regarder, par exemple, l'édifice, il est nord-sud, il est au nord, mais là, le nord, il va être nuageux, il y a une tempête de neige qui s'en vient, donc il n'y aura pas besoin d'avoir la même préoccupation pour l'air climatisé. On parle de l'été, je me trompe de saison, là, mais alors, toute la prévisibilité de la météo va avoir un effet important. C'est un exemple un peu. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de IA maintenant dans les satellites qui vont faire un peu un diagnostic. La météo, je pense, c'est un très, très bon exemple. Puis dans le cas de Hydro-Québec, si on va plus loin sur l'utilisation. Chez vous, là, vous avez 2 voitures, 3 lave-vaisselle, vous avez une piscine creusée, vous avez là, dépendant de la météo, dépendant des voisins, dépendant de Hydro-Québec, dépendant du prix, parce que là, vous allez avoir peut-être le gaz naturel renouvelable d'un bar, vous allez peut-être avoir un éolien sur votre pas un éolien, mais un panneau solaire sur votre maison. Non, mais comment est-ce qu'on va gérer l'entrée? Moi, je pense que la technologie va permettre à Hydro-Québec d'être plus performante. Il va permettre à Michael Sebia de pouvoir gagner sur l'efficacité énergétique. La vaisselle, c'est l'exemple qui a fait rire bien du monde. Tu sais, je savais que j'avais raison. C'était peut-être une drôle d'image, mais au lieu de le laver à la main, on peut laver de la vaisselle, mais il va partir 2 heures du matin, effectivement. Puis qui va le partir? Tu sais, tout le monde me dit, bon, il va se lever. Je termine par une petite question rigolote. Quelle est la question la plus saugrenue que vous avez posée à ChatGPT? En fait, non, pas saugrenu, mais moi, je suis allé plusieurs reprises. Je me demandais qu'il me donne un peu mon background, puis on m'a dit que j'étais membre du Parti libéral. C'est vrai? Je l'ai été un jour. OK. Vous l'avez déjà été? En fait, je suis pas membre. J'ai voté René Lévesque, j'ai voté libéral. Je suis un peu agnostique à la politique, un peu, là, mais j'étais farce, mais j'ai fait des recherches sur moi-même. Parce que c'est plus facile, puis bon, c'était pas parfait. Est-ce qu'il vous connaissait bien? Moyennement bien. Il me connaissait bien au niveau politique, au niveau, depuis, disons, quelques années, pour des raisons évidentes, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais avant mon entrée politique, j'étais un peu plus obscur. Ah, OK, c'est bien. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. Puis, je vous souhaite une loi cadre pour quoi, l'année qui vient, l'année qui vient? Clairement, on va devoir avoir une reddition de compte. Le rapport est assez sophistiqué. Il y a 12 recommandations, 25 sous-recommandations. Il va falloir sur une base, je pense, trimestrielle, qu'on fasse état d'où on est rendu, sinon les gens vont croire qu'on a fait ça pour rien. Au plaisir. Merci beaucoup, bonjour. Au revoir. Je rappelle que Pierre Fitzgibbon est ministre de l'Innovation, entre autres choses. Là, il y a beaucoup de choses, il y a de l'énergie, puis tout. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. On s'en va maintenant à Paris, rejoindre Daniel Turp, qui est dans le vestibule d'un grand appartement, d'une grande maison-appartement parisienne. Il s'est réfugié là parce qu'il pleuvait. Mais Daniel Turp, qui est-il? C'est le nouveau membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Bonjour, Daniel. Bonjour, Antoine Robitaille. C'est vrai que le temps est maussade. J'aurais aimé vous faire cette entrevue devant l'église Saint-Sulpice, devant le café de la mairie, mais voilà, donc il a fallu que je me réfugie ici dans le vestibule. Daniel, maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est êtes-vous le Dany Laferrière des juristes, au sens où vous avez été intronisé à l'Académie française des sciences, et je rappelle que vous êtes professeur de droit, donc êtes-vous le Dany Laferrière des juristes? Pas tout à fait, Antoine, parce que Dany Laferrière, c'est le membre titulaire de l'Académie française qui a le droit à l'épée, le costume, mais l'Académie des sciences morales et politiques, c'est une des 5 académies de la même institution française, donc c'est partie de l'Académie française, qui a aussi ses membres titulaires, mais qui a aussi des membres correspondants, qui sont souvent des étrangers, et dans mon cas, un Québécois, et je suis
succède d'ailleurs à mon collègue, mon ami Jacques-Yvan Morin, qui a été pendant très longtemps membre correspondant. Mais il n'y a pas une grande différence, semble-t-il. On peut parler, on peut s'exprimer, on peut poser des questions aux autres académiciens et à leurs invités. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs lundi. Alors, vous succédez à Jacques-Yvan Morin. Il a été intronisé à quel moment, Jacques? Il avait été intronisé à quel moment, Jacques-Yvan Morin? En 2006, si je me rappelle bien, donc il a passé plus de 15 ans comme membre de cette académie. Il participait aux travaux de l'académie. Ces travaux-là, c'est des travaux qui amènent les académiciens et les membres correspondants à se réunir presque tous les lundis de chaque mois. Il y a des conférences sur un thème particulier. Cette année, le thème, c'est « Regard sur la justice ». Alors, j'étais très intéressé dès lundi dernier à entendre le président de la Cour de cassation de France qui est venu parler de la situation du Conseil de la magistrature en France. D'ailleurs, j'ai parlé de notre Conseil canadien de la magistrature et des quelques petits problèmes que nous avons avec des juges dont on a recommandé la destitution. Alors, j'ai informé un peu les gens de l'Académie de ce qui se passait au Québec en matière de justice. Ah oui, et quelle différence on peut tracer entre ces situations-là, la situation française et la situation québécoise et canadienne? Ben écoutez, il y avait un problème sérieux avec le système de justice de France. Il y en a encore un problème sérieux. Puis, ils ont eu quand même le courage de convoquer des États généraux sur la justice en France. Et ça a donné lieu à un débat qui a été vu comme étant très, très bien organisé, qui a donné lieu à une participation citoyenne importante. Et il y a eu un rapport qui a été rédigé par Jean-Marc Sauvé et qui présentait un nombre de recommandations qui ont déjà été mises en œuvre. Et moi, j'ai dit à mes collègues qu'on était mûrs au Québec pour des États généraux parce que nous aussi, on a des problèmes avec notre système de justice au Québec. Oui, c'est ça. Et vous pensez au problème de la nomination des juges, par exemple? J'ai lu votre texte dans Le Devoir. Qu'est-ce qui cloche avec la nomination des juges? Ben écoutez, d'abord le problème de la nomination des juges en est un qui porte sur, par exemple au Québec, le fait que les cours du Québec, ces juges sont pas nommés par le gouvernement du Québec, sont nommés par le gouvernement du Canada. Ça, c'est un problème qui existe depuis le début de la Fédération en 1867. Ça crée des problèmes comme parce qu'on n'a pas le droit de transformer nos tribunaux en nommant des juges au Québec parce que c'est des juges qui devraient être nommés par le Canada. Et il y a le problème dont on a beaucoup parlé, et notamment dans les médias québécois, celui de la destitution des juges, le fait que ça prenne beaucoup de temps et qu'on puisse être payé, on puisse aussi se faire rembourser ses frais d'avocat. Et il y a le grand problème de l'arrêt Jordan qui fait que tant de poursuites ont été arrêté à cause des délais, puis le délai, c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel de justice, il n'y a pas assez de juges, ou il n'y a peut-être pas assez de juges qui travaillent assez fort. Alors, donc j'ai évoqué ces questions-là, puis je pense qu'ils ont bien apprécié, nos collègues français, connaître un peu les difficultés qui ressemblent beaucoup aux leurs aussi. Et on peut les envier sur quoi? Et eux peuvent nous envier sur quoi? Dans quelle dimension ils peuvent nous envier de notre système? Et inversement, quelle dimension on peut envier du leur? Je pense qu'il n'y a personne qui peut envier personne dans les circonstances actuelles. Si ce n'est que vraiment, il y a plusieurs recommandations du rapport des États généraux sur la justice qui ont commencé à être mises en œuvre. On a beaucoup investi dans le personnel de justice, dans l'informatisation, la numérisation. On commence probablement à être plus avancé que nous au Québec là-dessus. Puis il y a toujours le débat en France sur est-ce qu'on devrait continuer de former des juges à une école de magistrature? Est-ce que c'est une bonne idée qu'on puisse, dès un très jeune âge d'ailleurs, être juge, puis de ne pas avoir comme au Québec, au Canada, été avocat ou maintenant notaire pendant 10 ans, d'avoir une expérience?
Et donc, ça, c'est des choses, d'ailleurs, qu'on devrait débattre au Québec. Le ministre Jolin Barrette, moi, je l'incite à convoquer des États généraux parce qu'il est temps d'amener ensemble autour d'une table tous ceux qui s'intéressent à notre système de justice et qui pourraient trouver des solutions aux difficultés que nous avons et dont il est question presque tous les jours maintenant dans les journaux. Moi, je croyais que l'idée de faire en sorte que les juges soient formés par une école de la magistrature, c'était enviable. Donc, j'entends souvent des Québécois dire on devrait avoir des juges formés à une telle école plutôt qu'avoir uniquement des praticiens. Et ça n'a pas l'air d'être votre avis, Daniel Turp? Ben, écoutez, moi, j'aimerais bien débattre la question et j'aimerais vérifier si on serait mûr pour un système où on forme des magistrats plutôt que des avocats qu'ils deviennent. Puis vous vous rappelez tous les problèmes qu'il y a eu avec des nominations partisanes qui c'est ça, déterminées par une contribution à un parti politique. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on évite lorsqu'on a une école de la magistrature et on nomme des juges à partir de ceux qui graduent de cette école de la magistrature. Mais ça a des désavantages. En France, il y a des syndicats, il y a des grèves de magistrats qui résultent de revendications syndicales. Mais moi, j'aimerais bien débattre de la question, mais vous voyez qu'on frapperait un certain mur à un moment donné, parce que si on faisait une école de la magistrature, on voulait nommer nos propres juges, il faudrait faire des modifications à la Constitution du Canada pour y arriver, parce que là, les juges sont nommés par le gouvernement du Canada, en tout cas les juges des cours supérieures, cours d'appel. On nomme, nous, les juges de la Cour du Québec et de certains tribunaux administratifs, mais moi, ça m'amène, et ça m'a amené, vous l'avez lu dans les journaux, dans le Devoir, à dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se contenter de modifications à la pièce, de réformes à la pièce du système de justice. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de faire des réformes globales, et c'est la bâtonnière du Québec, je l'ai souligné, qui en 2017 avait elle-même proposé des États généraux sur la justice. Alors moi, je réitère cette proposition 7 ans plus tard, et j'espère être entendu par le gouvernement et le ministre de la Justice, Jolin Barrette. Oui, cette bâtonnière disait que le système de justice n'avait pas évolué au même rythme que la société. On pense à c'est un propos assez général. On pense à quoi en particulier? Je crois qu'on pense surtout à la capacité de rendre justice rapidement. Que des délais inacceptables soient à l'origine de problèmes. En matière familiale, par exemple, il y a des jugements qui prennent un temps fou en matière de jeunesse. Et là, toutes les personnes qui sont impliquées dans des litiges se constatent que le système de justice ne leur rend pas justice dans des délais appropriés. Et moi, je crois que ça vaudrait la peine d'entendre les gens puis des experts qui pourront formuler des solutions qui seraient valables au Québec et qui changeraient l'état des choses. Mm-hmm. Et donc, l'Académie dont vous faites partie ne prend pas de décision comme telle. C'est d'abord et avant tout un forum, d'après ce que je comprends. Oui, c'est un forum de débat, de discussion qui reçoit des invités prestigieux selon le thème. D'ailleurs, moi, j'étais déjà intervenu devant l'Académie il y a quelques années lorsque le thème était la vie internationale et le droit. Et j'avais été invité par le juge Gilbert Guillaume, qui est d'ailleurs celui qui m'a présenté lundi dernier, qui a été président de la Cour internationale de justice, et j'avais fait une conférence sur le Québec et le droit international. Comment le Québec, avec sa doctrine générale Lajoie, puis avec sa loi sur le ministère des Relations internationales, ses délégations, sa représentation à l'Organisation nationale de la francophonie, était devenu un vrai sujet de droit international, un vrai... un acteur, un acteur qui avait même une personnalité internationale, comme l'a écrit d'ailleurs Jacques-Yvan Morin. Et donc, il y a des gens qui sont là, qui sont intéressés, qui posent des questions.
il arrive que le gouvernement ou même le Parlement peut demander des avis à cette académie, comme aux autres académies, sur des sujets d'actualité. Il y a eu un avis sur le mariage de gens de même sexe là, par l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, l'avis n'était pas très favorable. Alors, si j'avais été j'aurais probablement pu exprimer ou voulu exprimer une dissidence sur cette question. Ah oui, donc sur un sujet français, alors ce serait des étrangers qui s'exprimeraient là-dessus, alors, c'est ça? Ben oui, puis puisqu'ils nous invitent, on est membre correspondant, j'imagine qu'on pourrait exprimer notre opinion. Alors moi, je me gênerais pas pour exprimer mon opinion sur cette question, sur d'autres questions. Ça va changer votre vie en terminant? Est-ce que vous allez être souvent à Paris? Vous vous dites qu'il y a des réunions tous les lundis, là. Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez devenir un Parisien comme Mathieu Bock-Côté? Que je vais rencontrer d'ailleurs dans quelques minutes. Je vais donner rendez-vous au Café de la Mairie à Mathieu pour qu'on échange sur la situation politique en France et au Québec. Mais la présence n'est pas obligatoire. Puis on peut suivre les travaux sur le site de l'Académie. Il y a même un canal Académie où on diffuse les conférences. Je vais chercher à suivre les conférences de façon régulière, mais je vais venir probablement plus souvent à Paris que dans le passé, peut-être 3 ou 4 fois par année. À la fin, par exemple, de cette série conférence sur les regards sur la justice, c'est Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, qui va prendre la parole. Alors, moi, je tiens beaucoup à l'entendre. Il vient d'avoir des décisions du Conseil constitutionnel sur les questions d'immigration en France qui font un grand débat ici. Alors, mais je vais venir assez souvent et venir à Paris, c'est quand même pas une punition. Moi qui aime l'opéra, ce soir, je m'en vais au Théâtre des Champs-Élysées voir Didon et Aîné. Et puis, je recommande d'ailleurs à ceux qui nous écoutent d'aller voir Aura aux Invalides, un spectacle créé par Moment Factory et qui est absolument extraordinaire. Il ne faut pas manquer ça. Alors donc, je vais venir à Paris assez régulièrement dans les prochaines années et je succède à Monsieur Morin, Jacques-Yvan Morin, puis c'est un grand privilège de succéder à un homme d'exception comme a été le vice-premier ministre de René Lévesque. Très bien, merci beaucoup, Daniel Turp, le juriste et le ménomane, et maintenant on peut dire académicien. Et à très bientôt, on pourra se reparler, peut-être dans des meilleures conditions techniques. La prochaine fois, on demandera à Mathieu Bock-Côté son studio. Hein, ça aurait été une idée. Ah oui, c'est vrai. Donc, je lui en parle. La prochaine fois, ça sera mieux, mais on a bien compris votre propos. Puis, on pourra élaborer là-dessus la prochaine fois encore. Merci beaucoup. Merci Antoine. Au revoir. Bonne fin de journée. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a 2 vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. 2 sujets stimulants, bien que récurrents aujourd'hui, mais il y a toujours de la nouveauté dans ces sujets-là. C'est la laïcité et l'aide médicale à mourir, et tu vas faire ressortir certains angles juridiques et constitutionnels dans ces 2 sujets-là. On commence par la laïcité, parce que le projet de loi pour renouveler la disposition de souveraineté parlementaire, comme on dit poétiquement, ou la disposition de dérogation, comme on dit aussi, ou la clause en obstant, comme on disait il y a 30 ou 40 ans, il a été déposé, ce projet de loi-là, pour protéger la loi sur la laïcité. Oui, il est tout frais d'aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre, projet de loi 52. Un projet de loi qui tient en 2 articles, hein, c'est tout simple. On prend une des 2 dérogations, celle à la Charte canadienne, on la renouvelle pour 5 ans, quelque chose qu'on risque de devoir faire à nouveau pour la loi 96 d'ici le 1er juin 2026, puis éventuellement aussi là, pour la loi sur la laïcité. Peut-être juste 2 remarques. D'abord, il faut attirer l'attention sur la position courageuse de Québec solidaire. Ben oui. Tu as écrit sur le sujet ce matin. Position courageuse qui consiste là à, je dirais, renforcer le consensus québécois quant à sa capacité de déroger à la Charte canadienne, puis en même temps
un appel et un désir à développer un modèle québécois propre en matière de droits et libertés, ce que certains appellent, c'est un peu technique, mais une autonomisation de la Charte québécoise. Tu as raison dans ton texte, dans ta chronique de jeudi matin, de souligner que cette position-là, bien que souhaitable, là, de renforcer la Charte québécoise, elle a un angle mort. Il faut pas se bercer de certaines illusions. Oui, attends, je veux juste dire, c'est courageux parce qu'ils sont opposés à cette loi-là. Ils ont voté contre. Bien sûr, mais ils sont contre là, sur le fond. C'est comme s'ils disaient, on a quand même le droit comme Québécois de déroger à la Charte fédérale et c'est ici que le débat doit se faire. Donc, moi, j'ai trouvé ça courageux puis intéressant comme parce que c'est un geste, disons, autonomiste, faute de meilleurs qualificatifs. Mais là, ça a évolué. Ils viennent d'envoyer une réaction. C'est normal qu'à l'interne, cette position-là suscite, besoin de faire des ajustements. Il faudra voir à l'intérieur du caucus. Parce qu'il y a eu un texte de Geneviève Lajoie hier matin. Moi, j'ai écrit ma chronique hier, donc mercredi après-midi, puis publié ce matin, donc geste courageux de Québec solidaire. Mais là, cet après-midi, on sent qu'à Québec solidaire, on est mal à l'aise avec cette position-là. Alors, je te redonne la parole. L'opposition, c'est fait pour s'opposer. Oui. Et donc, d'appuyer le gouvernement de la CAQ sur un sujet aussi sensible, sur une question de principe, ça prend du courage. Et maintenir cette position-là dans le temps, ça va en demander. Déjà, à l'intérieur du caucus, sûrement qu'il y aura des gens qui vont chercher à vouloir peut-être nuancer le message, mais le vrai choc de la réalité, le vrai test de la réalité, ce sera devant les militants. On se rappelle que le caucus de Québec solidaire a déjà été désavoué en quelque sorte par ses membres sur des questions relatives, sur la position relative à la laïcité. Et donc, c'est le vrai test va venir dans quelques semaines. Comment le cœur, comment les militants du parti vont vivre avec cette position-là, ça sera à suivre. Sinon, écoute, sur le projet de loi 52, c'est technique sur le plan juridique, mais moi, j'aurais préféré un dispositif un petit peu plus créatif. Ah bon? Un peu plus imaginatif. On en avait déjà parlé à ce micro. Là, on est dans une logique où il va falloir, de manière récurrente, déroger, au moins pour 2 lois, la loi sur la langue française et la loi sur la laïcité. Moi, j'aurais aimé un dispositif un petit peu plus ambitieux qui aurait modifié, au fond, la procédure parlementaire. Ah bon? Pour faire en sorte que, justement, puisqu'il est question de la souveraineté du Parlement, obliger le Parlement, évidemment, on peut pas obliger le Parlement futur à déroger, là. Ça c'est sûr que c'est impossible. Mais on peut c'est obliger un choix des parlementaires de voter ou non pour une loi, oui. On peut obliger le Parlement de demain à débattre de cette question, à se saisir de cette question. Donc, au même titre que la procédure parlementaire oblige un nouveau Parlement à débattre d'un discours d'ouverture, qu'on appelait jadis discours du trône, on pourrait imposer à tous les 4 ans au Parlement québécois de faire le point, faire le ménage, faire l'inventaire des dérogations, puis de se prononcer sur lesquelles on souhaite voir le renouvellement et lesquelles on veut abandonner. Et ça, je pense que c'est bon à la fois pour ceux qui croient dans le dispositif de la dérogation, mais aussi pour ceux qui s'en méfient. Faut pas que les dérogations tombent un peu dans l'oubli. Celles à l'endroit de la Charte québécoise, on n'a pas besoin de les renouveler. Donc, c'est intéressant quand même qu'on se penche sur cette situation-là. Puis, on veut aussi éviter ce qui s'était passé quand il y a eu alternance du gouvernement Lévesque au gouvernement Bourassa. C'est-à-dire qu'on avait des dérogations, puis le gouvernement Bourassa a juste pas renouvelé, mais sans assumer publiquement son choix. Donc, oui, parce qu'il faut rappeler que René Lévesque avait décidé de mettre une disposition de dérogation de souveraineté parlementaire partout, dans toutes les nouvelles lois adoptées à partir de 1982. Donc, il faut protester que... contre le rapatriement de la Constitution puis l'enchâssement de la Charte. Il s'agit de questions très importantes. La question des droits et libertés, la question de la souveraineté du Parlement. Donc, peut-être qu'il faudrait modifier la procédure pour s'obliger à en parler, pour que jamais ça tombe dans l'oubli. Sinon, toujours sur la laïcité, mais à Ottawa. Des choses vraiment intéressantes, Antoine. Ah oui? La semaine passée, au caucus du Parti libéral du Canada. Qui n'aime pas la clause dérogatoire.
Eux autres, et qui n'aiment pas la loi sur la laïcité, mais non détestent encore plus la disposition de dérogation. Ouais. On a lancé une idée nouvelle. Modifier la Constitution du Canada. Une idée folle. Une idée audacieuse. Pourquoi modifier la Constitution du Canada? Pour empêcher la dérogation, du moins l'encadrer. Et je dois t'avouer que c'est une excellente idée à mes yeux, Antoine, parce que au lieu de faire ce que plusieurs proposent, c'est-à-dire demander aux tribunaux de réécrire la Constitution pour inventer des limites à la dérogation, là, la classe politique canadienne, du moins le caucus du Parti libéral, se comporte de manière responsable et dit, on va faire le débat, on a le pouvoir, on devrait en s'engager dans une révision de la Constitution. Mais là, faut que je t'explique pourquoi ça se produira pas. Évidemment, c'est pas juste parce que c'est compliqué modifier la Constitution. Parce qu'ici, c'est pas si compliqué, là. Ça prend seulement 7 provinces, représentant 50% de la population, puis le fédéral. Est-ce que, peut-être pas le gouvernement Trudeau aujourd'hui, qui vit une certaine impopularité, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fédéral est capable de réunir l'appui de 7 provinces? Je pense que oui. Excuse-moi, ça serait pas l'unanimité? Ici, non, pas pour une question comme ça. Il y a plusieurs manières de modifier la Constitution. C'est ça. Donc, je pensais et on est obsédé par le fait que ça a pris l'unanimité pour Meach et Charlottetown. On pense que ça prend toujours l'unanimité, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici, 7 provinces, ce serait suffisant. Mais ce que les députés libéraux fédéraux ont oublié, c'est que la Constitution de 82 qu'on a imposée au Québec sans son consentement, elle nous désavantage à bien des égards, mais des fois, il y a des petits prix de consolation, des petites miettes pour le Québec là-dedans. Ah bon? Et une des petites miettes qu'il y a, là, c'est un droit de retrait dès qu'on nous enlève du pouvoir. Le droit de retrait avec compensation. Attention, mon oncle 101, un opting out pour ceux qui comprennent mieux le chinois. Donc, l'idée que le changement s'opère, mais ceux qui exercent le droit de retrait peuvent se soustraire au changement. Donc ça veut dire que si un jour la classe politique canadienne décidait de éliminer la dérogation ou de l'encadrer, ben le Québec, avec son Assemblée nationale, pourrait dire, parfait, ça c'est un changement qui va s'appliquer ailleurs au Canada, mais nous, on va s'y soustraire et on va conserver notre souveraineté parlementaire. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec une disposition de la Charte des droits. Oui, et ça explique pourquoi des fois certains changements ne se font pas, parce que de toute façon, si les provinces peuvent s'y soustraire, alors voilà un peu pourquoi l'idée risque de mourir. Mais peut-être une petite parenthèse, il y a Paul Martin qui avait promis ça, de se débarrasser de la disposition de dérogation en 2006, si je ne m'abuse. C'est une vieille idée. Paul Martin avait proposé ça au moment de sa réélection. Il avait perdu les élections. Le chemin qu'il empruntait était différent. Il proposait ce que moi j'appelle une réforme paraconstitutionnelle. C'est pas une réforme de la Constitution. Il disait, je vais adopter une loi ordinaire pour empêcher le gouvernement fédéral de faire une loi qui permettrait de déroger. Donc, c'était un mécanisme plus mou, là, mais oui, il avait proposé quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que le caucus libéral a débattu de cela. Oui. Parce que l'ex-ministre libéral de la Justice, David Lametti, en avait parlé dans sa lettre discours de démission. Oui, sa fameuse lettre, Une lettre où on voit un peu plus certains désaccords entre le ministre Lametti et Justin Trudeau. Ben oui. Et on dirait que les relations avec les ex-ministres de la Justice sont toujours difficiles pour Justin Trudeau. On se rappelle les relations tendues avec Judy Wilson-Raybould. Là, on voit qu'avec David Lametti, ça se gâte. Mais c'est ça. David Lametti lance cette idée qu'on devrait, sur la dérogation, non pas aller devant les tribunaux, mais plutôt emprunter la voie politique. C'est un message qui est différent de celui de Justin Trudeau. C'est un message qui est pertinent. Et ça nous rappelle que David Lametti, toute chose étant égale par ailleurs, là, à l'échelle de c'est quoi être pro-Québec dans un caucus libéral fédéral. Mais il y en a là, des députés plus favorables aux intérêts du Québec là, dans le caucus libéral fédéral. Je crois que quand on regarde les choses aujourd'hui, on peut se dire qu'il aurait fait partie de cette branche peut-être un peu plus favorable au Québec. Ah bon? Il a approuvé la manière de faire, pas le fond, mais il a dit que le Québec avait le droit de modifier le texte de 1867 pour inclure nation, langue et serment au roi. L'abolition du serment au roi. Il a repoussé dans le temps l'intervention fédérale devant les tribunaux, dans le dossier de la loi 21.
Et c'est ça un peu la rumeur qui tourne autour de son départ, c'est que on l'aurait remplacé par un ministre qui, par rapport à la question de la dérogation de la loi 21 et du Québec, est davantage intransigeant et davantage sur la ligne dure. Donc ça va être à suivre, mais c'est un aspect qui est quand même assez intéressant de cette saga entourant la dérogation et la loi 21. Oui. Patrick, parlant de laïcité, qu'est-ce qui se passe avec la décision de la Cour d'appel sur la loi 21? Parce que ça fait des mois qu'on l'attend, non? C'est long. Il y a toutes sortes de sources qui disent « Ah, c'est imminent, mais ça vient pas. » C'est long, puis c'est longtemps. Là. Novembre 2022. On est rendu en février 2024. C'est un banc exceptionnellement de 5 juges. Normalement, quand on va à la Cour d'appel, on en a 3. Sur les questions extrêmement politiques, notamment pour donner l'impression que le droit, c'est une vraie science, puis que c'est pas des décisions politiques qui sont rendues, les juges vont traditionnellement essayer de faire un effort pour rendre une décision à l'unanimité. Par exemple, renvoi sur la sécession du Québec, décision à l'unanimité. Parce que sinon, ça saute tellement aux yeux qu'il y a une dimension politique que cette exigence qui n'est pas une exigence juridique de consensus, s'impose souvent parmi les juges. Okay. S'il faut s'entendre à 5 juges, ça se peut que ça soit la raison du retard. Ils sont 5 à la Cour d'appel, là, c'est ça? Oui. Mon hypothèse, Antoine, ce n'est pas une information, ce n'est que de la spéculation. Ah bon, OK. Mais mon petit doigt me dit... Un peu comme dans le renvoi qui avait précédé le rapatriement de la Constitution, là, celui dont Frédéric Bastien nous parle dans son ouvrage. Là, celui de 1981. Exactement. On avait eu une Cour suprême extrêmement divisée. Il fallait additionner les duos de juges pour arriver à une majorité qui pensait pas pareil selon les arguments. OK. J'ai l'impression qu'on a des juges qui sont prêts à invalider la loi 21 malgré la dérogation, mais qui s'entendent pas sur le chemin intellectuel pour s'y rendre. Aha. Regarde dans le passé jusqu'à présent dans le dossier. On a 2 juges, la juge Duval-Essler en appel sur une question provisoire, puis le juge Blanchard en première instance, qui ont chacun accepté un argument des opposants. Mais dans le buffet des arguments des opposants, là, il y a tellement de choses différentes que quand on rentre dans ce buffet des opposants, on veut pas toujours manger le même plat. Ah, c'est ça. Ils n'ont pas les mêmes arguments. La juge Duval-Essler a donné raison aux opposants sur une question de disposition d'interprétation sur l'égalité homme-femme. Le juge Blanchard, lui, a donné raison aux opposants sur la question de la langue. Résultat des courses, le juge Blanchard et la juge Duval-Essler sont en désaccord. Et donc, nos 5 juges de la Cour d'appel, est-ce possible qu'ils soient prêts à défier l'Assemblée nationale du Québec et à invalider la loi, mais que la chicane pogne entre eux, quand vient le temps de dire c'est lequel l'argument sérieux qu'on nous a soumis, qu'on va décider de suivre. C'est mon hypothèse, ce n'est pas une information, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une décision avec des dissidences et avec des voix argumentatives concurrentes. Parlons d'aide médicale. Enfin, l'aide médicale à mourir. Les ministres du gouvernement Legault, hier, ont fait un point de presse. Encore une fois, ils demandent à Ottawa d'harmoniser de manière explicite le code criminel à la loi québécoise sur ce qu'on appelle les directives anticipées. Là, c'est un peu le testament biologique dont on parle parfois, c'est-à-dire que quand on est bien, on se dit, ben si un jour j'ai Alzheimer, par exemple, j'aimerais qu'on mette fin à mes jours. Donc, est-ce qu'on peut consentir à l'avance? C'est ça. Et il est question de consentement dans le code criminel, puis il est question de consentement dans nos lois. Ouais. Et là, au fond, moi, je suis de ceux qui disent, la job du fédéral, c'est de décriminaliser. Puis si il nous parle de consentement, puis sans nous donner de précision, la compétence du Québec en droit civil, en droit de la santé, sur les ordres professionnels, c'est à nous de définir c'est quoi un consentement. Mais il y a des professionnels qui s'inquiètent et qui disent non, on voudrait que le code criminel soit explicite, noir sur blanc, on veut que ça soit écrit. Donc, par prudence, 3 ministres du gouvernement Legault demandent à Ottawa de harmoniser sa loi. Hypothèse possible, est-ce une façon de gagner du temps? C'est ce que diront peut-être les plus cyniques, mais moi je leur donne le bénéfice du doute parce qu'il y a déjà un projet de loi à la Chambre des communes, puis c'est vrai qu'on en discute, là. C'est vrai qu'il suffirait de faire un petit amendement Québec là-dedans, puis ça pourrait se régler sans être une perte de temps.
Donc, j'ai l'impression qu'on veut plutôt essayer de clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait si Ottawa dit non? C'est ça la vraie question. Et là, ça va... Soit T'as Québec 3 va être options à nous présenter. Ben, soit Québec va être obligé de revenir un peu à la position plus audacieuse, là, celle de 2014. On va de l'avant, puis le code criminel, c'est leurs affaires, mais nous, on a une compétence, puis on l'exerce. On pourrait dire que c'est la solution Yvon. Oui, en tout à lien fait. avec Véronique Yvon, qui elle-même, comme juriste, avait mené de façon extraordinaire cette bataille. Deuxième hypothèse, puis là, on dirait qu'ils font un pas dans cette direction-là. C'est qu'en s'engageant dans le dialogue avec Ottawa, ben là, ils vont être obligés de faire un pas de plus, puis peut-être de contester la loi fédérale, soit sous l'angle du partage, soit sous l'angle des chartes. Il y aurait un point de vue québécois pour attaquer le code criminel, parce qu'à un moment donné, à force d'aller trop loin le fédéral là-dedans, il va finir par se mêler des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Et donc, la troisième option, ce serait de se servir de tout ça pour finalement finir le dossier en queue de poisson par une espèce de moratoire de facto où Québec attendrait le fédéral comme on attend Godot dans la célèbre pièce de théâtre. Donc, il faudra voir, mais c'est intéressant de voir des élus débattre du partage des compétences, de leur interprétation respective. Et moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le discours qui va accompagner le refus présumé d'Ottawa. Donc, est-ce qu'ils vont dire, on refuse d'amender notre projet de loi parce que, comme dans le dossier du serment, on pense que Québec peut agir seul, puis on veut surtout pas le faire à votre place? Ouais. Ou, comme dans le dossier du cannabis, où le fédéral s'est fait donner tort, a finalement eu tort, là. Devant les dans le dossier du cannabis. Parce que, rappelle-nous, le cannabis, c'était quoi? Mais dans le dossier du cannabis, le fédéral prétendait que c'est son code criminel qui devait l'emporter, puis que c'est sa façon de voir le droit criminel, qu'il n'y avait pas de place pour l'autonomie provinciale en dehors pour compléter le dispositif du code criminel. Mais les tribunaux ont dit que c'était pas vrai. La position cannabis du fédéral a été contredite par la Cour suprême dans un arrêt récent. Et moi, j'aime croire, je peux me tromper, que si le dossier aide médicale à mourir allait en Cour suprême sur le problème qui est devant nous, on aurait peut-être une décision semblable à celle du cannabis, et ça serait quand même un précédent intéressant pour les compétences du Québec. Ça serait le cannabis bis. Oui. Et, autrement dit, c'est ça, c'est toute la question du partage des compétences qui est parfois contournée par Ottawa avec le droit criminel. C'est grâce au droit criminel, ils réussissent c'est-à-dire les gens du fédéral réussissent à s'ingérer dans une compétence du Québec. Tu connais la légende du roi Midas? Tout ce que le roi Midas touche devient de l'or. Oui. Mais dans le fédéralisme canadien, dès que le fédéral veut criminaliser quelque chose, ben ça devient de compétence fédérale. Et en créant des exemptions de responsabilité criminelle, ben il peut régir des régimes. Par exemple, sur la procréation assistée, il y a eu un long litige où la Cour a mené à la tracer une ligne, ben elle dit là, vous faites du droit de la santé déguisé, arrêtez, c'est du droit criminel. Et là, Ottawa va devoir apprendre à se calmer sur sa prétention à régir les moindres détails de l'aide médicale à mourir. Mais c'est dommage qu'au gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, autonomiste, on n'ait pas le réflexe de dire, c'est du droit criminel, c'est-à-dire c'est du droit de la santé déguisé, ce que vous faites, puis ce sera à nous de décider, un peu comme ce que Véronique Yvon a dit il y a quelques années. Mon cœur est partagé. Leur réflexe de la prudence me déçoit, mais leur engagement dans un dialogue avec Ottawa pour défendre les intérêts du Québec me réjouit. Alors, je suis un peu partagé par tout ça. C'est un bon mot de la fin, cher chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se parle, espérons-le, la semaine prochaine. Au plaisir. À bientôt, merci. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.